sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler wishlist. J'ai vu il y a quelques jours la vidéo de Margot Liseuse où elle présentait des livres de sa wishlist et j'ai bien aimé l'idée, tout simplement. Et donc je me suis dit que j'allais aussi vous parler de quelques livres qui font partie de ma wishlist et j'en ai sélectionné quelques-uns. Il me semble que j'en ai sélectionné une dizaine. Si je regarde en bas, c'est parce que j'ai les résumés avec moi, parce que je n'ai pas tout mémorisé. Voilà. Donc je vais commencer avec deux livres qui vont plus ou moins ensemble puisqu'ils font partie du même univers. Le premier, il s'agit du Calice des Dieux de Rick Riordan qui fait partie de la saga Percy Jackson. C'est le 6e tome, mais il me semble que il faut avoir lu Les Héros de l'Olympe déjà pour comprendre. Et ensuite, je ne sais pas s'il faut avoir lu Les Travaux d'Apollon, mais j'imagine que oui. Donc ce sont les 3 sagas de l'univers Percy Jackson. Il faut lire dans l'ordre, d'abord Percy Jackson, ensuite Les Héros de l'Olympe, et après Les Travaux d'Apollon. Et donc dans le Calice des Dieux, on va retrouver Percy en tant que héros principal, qui sera accompagné d'Annabeth, sa petite amie, et de Grover, son meilleur ami, qu'on connaît depuis le premier tome de Percy Jackson. Et dans ce livre-ci, Percy veut rentrer à l'université qui existe à la Nouvelle-Rome. Donc pour comprendre ça, il faut avoir lu Les Héros de l'Olympe, mais c'est une université dédiée aux demi-dieux. Sauf que pour rentrer dans cette université, il faut avoir des lettres de recommandation de la part de Dieu. De 3 dieux précisément, sauf que évidemment avec les dieux, rien n'est jamais gratuit. Il faudra effectuer des tâches pour eux, pour avoir ces lettres de recommandation. Et donc la première quête de Percy sera de retrouver un calice. Ce calice, ce n'est pas n'importe quel calice, puisqu'on dit que quiconque boit dedans devient immortel. Et donc il sera accompagné d'Annabeth et de Grover pour retrouver ce calice et obtenir sa première lettre de recommandation. Par contre, le résumé ne précise pas de quel dieu vient cette quête et quel dieu donnera cette lettre de recommandation. C'est assez court. Il me semble que ça fait dans les 280 pages. Donc ça reste assez court comparé à tout ce qui est Héros de l'Olympe et Travaux d'Apollon qui étaient un petit peu plus longs. Surtout les Héros de l'Olympe, c'était des grosses briques, mais là on est sur du assez court. Et j'imagine qu'il y aura du coup 3 tomes pour 3 lettres de recommandation. Ce qui change un petit peu parce que chaque saga auparavant faisait 5 tomes. Du moins dans l'univers de Percy Jackson. Je sais que dans les autres univers de Rick Riordan, comme Magnus Chase, il me semble que c'est une trilogie. Il me semble aussi que, je sais plus comment ça s'appelle, celui avec la saga avec les dieux égyptiens, il me semble aussi que c'est une trilogie. Le second livre fait partie du même univers puisque il s'agit de Le Soleil et l'Étoile de Rick Riordan et Marco Sciro. Et ici, on va suivre un de mes personnages préférés, qui est Nico Di Angelo, qu'on rencontre pour la première fois dans le tome 3 de Percy Jackson. Ça, il me semble que ça se passe après les travaux d'Apollon. Et Nico, qui est le fils d'Hadès, il pense que ça y est, c'est fini toutes ces histoires de guerre et qu'il va pouvoir se reposer, sauf qu'il va commencer à faire des cauchemars, notamment une voix qu'il appelle depuis le plus profond des enfers, le Tartare. Et il va décider d'y aller quoi. Là c'est plus conséquent puisqu'il fait environ 600 pages. Plutôt pavé. Et pour le coup, pour ces 2 livres, j'aurais bien aimé avoir relu tous les livres de l'univers avant de me lancer dedans pour avoir une mémoire plus fraîche. Mais évidemment, il y a 15 livres avant ça. Ça fait beaucoup. Et j'en suis qu'à... J'ai relu pour le moment que le premier tome de Percy Jackson, donc voilà, je suis pas là de lire. Hein, Le livre suivant ne fait pas forcément partie de mes genres de prédilection, puisque c'est un livre d'horreur. Bon, c'est de la fantasy et de l'horreur. C'est The Year of the Witching d'Alexis Anderson. Alors là, c'est un premier tome et on va suivre l'héroïne qui s'appelle Emmanuelle, qui vit dans une société très puritaine. Son existence même est un blasphème. C'est expliqué dans le résumé, mais je saurais plus comment l'expliquer. Et donc, Emmanuelle va faire de son mieux pour vivre selon le protocole sacré. Mais un jour, elle va se retrouver en possession du journal de sa défunte mère et elle va découvrir des secrets assez sombres sur l'église et son histoire.
Et elle va aussi comprendre qu'une menace plane sur l'endroit où elle vit. Et également, elle va découvrir que sa mère, elle a apparemment fait un pacte avec des sorcières. Ou plutôt qu'elle a conspiré avec les sorcières. Je pense que ça pourrait être sympa pour le mois d'octobre. Mais en général, je lis pas d'horreur. Mais j'aime bien les histoires de sorcières. Donc, j'aimerais bien le lire cette année, au mois d'octobre. Le livre suivant, il s'agit de La guerre du pavot de R.F. Kuang. C'est une saga de fantasy. Alors en anglais, le titre c'est The Poppy War. En français, il n'y a que le premier tome qui est sorti et ça fait quelques années qu'il est sorti. Donc je doute que la suite paraisse en France. Je doute que la suite soit publiée en France. Donc je pense que je le lirai en anglais. C'est comme le livre précédent, il n'est pas sorti en français d'ailleurs. Et donc là, c'est une saga de fantasy, j'en ai lu beaucoup de bien. A priori, c'est une saga assez féministe. Et donc, on va suivre Rin, qui est une orpheline. Et ses parents adoptifs ont arrangé un mariage, mais elle veut y échapper. Et donc, elle va participer à un concours pour rentrer dans une école, une académie militaire. Elle va y découvrir qu'elle a des pouvoirs chamaniques. Mais cette académie va être dissoute et les membres vont être envoyés dans 12 endroits différents, dans une division des 12 provinces. Et elle va rejoindre la division des Sicaires de l'impératrice. Elle va devoir apprendre à gérer ses pouvoirs, mais en même temps, il y a une guerre. Et donc, elle va devoir aussi apprendre à gérer ses pouvoirs pour combattre l'ennemi. Et ça m'a l'air super intéressant. Et il me semble que c'est féministe, que la protagoniste est une protagoniste très forte. Et j'en ai lu beaucoup de bien. Voilà. Alors, The Poppy War, ça se passe a priori au XXe siècle en Chine. Après, il y a des évaluations qui sont un peu mitigées, mais globalement, ça a 4,17 sur 5 sur Goodreads. Donc ça a l'air vraiment pas mal. J'ai oublié de le préciser, mais la guerre oppose donc l'empire de Nicara et une petite île qui s'appelle Mugen. Mugen, je ne sais pas. Moi et la prononciation, ça fait 2. Donc voilà. Bon, par contre, dans le résumé, ils disent que ça évoque les meilleures pages de Harry Potter. Voilà, moi ça me fait rouler des yeux, mais bon. Le livre suivant, il a rejoint ma wishlist pour une raison complètement, futile. C'est que j'adore la couverture. Il s'agit de La fille de la déesse de la lune de Sulintan. Alors, en l'ajoutant à ma wishlist, j'ai pas vraiment lu le résumé. Concrètement, je l'ai vu en librairie et je me suis dit « Ah, il est beau !» Et j'ai voulu l'acheter, mais je l'ai pas pris. Et du coup, il a rejoint ma wishlist et je n'avais pas lu le résumé. Mais l'histoire a l'air assez intéressante et le titre est aussi intriguant, je trouve. On va suivre, attention à la prononciation, Shingin, qui a grandi sur la Lune. Elle connaît la solitude mieux que quiconque parce que depuis sa naissance, son existence est gardée secrète aux yeux de l'empereur céleste. Sa mère a été exilée parce qu'elle a volé l'élixir d'immortalité de l'empereur. Mais un jour, Shingin va découvrir sa magie. Sauf que ça risque de la faire repérer et donc elle va devoir fuir et laisser sa mère derrière elle. Elle va se diriger vers le royaume céleste de manière incognito et elle va s'entraîner aux côtés du fils de l'empereur. C'est un petit peu dangereux quand même, hein, parce qu'il faut pas que l'empereur sache qu'elle existe, mais elle va s'entraîner aux côtés de son fils, logique. Et donc, elle, tout ce qu'elle veut, c'est sauver sa mère, et elle va rejoindre l'armée. Voilà. Elle va affronter des créatures légendaires, mais l'empereur va l'envoyer dans une mission très risquée, qui est d'aller à la rencontre des dragons. Ça m'a l'air super intriguant, également très dangereux. C'est pas forcément les dragons qui m'inquiètent le plus, c'est le fait que la fille dont l'existence doit être gardée secrète aux yeux de l'empereur va s'entraîner aux côtés de son fils et va s'engager dans son armée. Ça m'a pas l'air très malin, mais ça a l'air très intéressant et intriguant.
et j'imagine que c'est une histoire pleine d'aventures, et moi j'adore ça. Le livre suivant, il n'est pas encore sorti, il sortira au mois de septembre. Il s'agit de La tisseuse de mélodie de Sarah Abbasi. Alors là, on va se retrouver à Solvara, je ne sais pas si c'est un royaume ou une ville, j'imagine que c'est un royaume, dans lequel la musique a un pouvoir redoutable. Une partition peut ensorceler, manipuler et parfois même tuer. Et donc, on va suivre Shona, une tisseuse. Elles sont seulement 50 à être élues pour tisser, j'imagine que c'est tisser la musique. Et elles servent le dieu Sol. Elle est cloîtrée dans un lieu saint qui s'appelle l'Atrium depuis qu'elle est enfant. Et elle tisse les mélodies du destin. Voilà, c'est ce que j'ai dit, tisseuse, elle va tisser la musique évidemment. C'est dans le titre, quoi. Et donc les mélodies du destin définissent l'avenir de chaque habitant du royaume. Donc voilà, Solvara, c'est un royaume. Elle va entrevoir son propre futur, sauf que ce futur, il craint puisqu'elle voit qu'elle est à l'origine de la chute de Solvara. Donc évidemment, on va l'accuser de comploter. Et donc elle va devoir fuir. Elle va rencontrer Alistair, qui est un musicien. C'est aussi un aristocrate et leur destin semble lié. Et donc, évidemment, elle va vouloir faire en sorte que sa destinée à elle ne se produise pas. J'aime beaucoup les histoires de magie avec des magies un petit peu originales comme ça. Voilà pourquoi il a rejoint ma wishlist. Le suivant, il s'agit des larmes de l'asphodèle de Nora Lake, qui est un livre où on va parler mythologie grecque. Moi j'adore tout ce qui parle de mythologie grecque. Mes livres préférés c'est Percy Jackson, alors c'est pas une référence en termes de mythologie, mais ça m'a vraiment beaucoup plu. J'adore ces histoires de mythes, de légendes. Quand j'ai eu des cours sur la civilisation romaine et ensuite sur la civilisation grecque, j'ai adoré, ça a été mes cours préférés, je pense, de ces semestres-là. Bref, moi tu me dis, c'est un livre où on va parler mythologie, je dis oui. Je dis ça, mais j'ai jamais réussi à finir Cersei de Madeline Miller. Peut-être un jour. Je pense que j'étais pas dans le bon état d'esprit quand j'ai voulu le lire. Là, on est sur un livre qui est du coup classé en historique et en mythe et mythologie, et on s'intéresse aux mythes d'Orphée et d'Eurydice. Il y a une phrase en particulier qui m'a intriguée dans le résumé, c'est cette phrase, elle dit que quand Eurydice arrive dans le royaume d'Hadès, elle voit sa destinée prendre un chemin inattendu. Du coup, je me demande si on reste vraiment dans la vraie histoire du mythe ou si on part complètement à côté. Ça a rejoint ma wishlist parce que c'est de la mythologie. Le suivant, c'est un roman graphique. J'ai pas grand chose à dire dessus. C'est Wires and Nerves de Marissa Meyer, qui fait partie des Chroniques lunaires. Et on va suivre un personnage que j'aime beaucoup, qui s'appelle Iko. Donc c'est l'androïde de Cinder, l'héroïne des Chroniques lunaires. Et elle va partir pour une aventure dangereuse et romantique, mais je n'en sais pas beaucoup plus. C'est une duologie, avec un deuxième tome qui a l'air quand même assez gros. J'aime bien le personnage d'Iko. J'aimerais bien découvrir ce roman graphique parce que, simplement pour voir finalement l'univers, pour le visualiser. J'ai du mal à visualiser les univers dans les livres, à voir les personnages, etc. Et je pense que du coup en roman graphique, ça me permettra de voir ce qui a été imaginé par Marissa Meyer de manière beaucoup plus claire qu'en roman. Voilà, tout simplement. On passe au 9e livre. Il s'agit des Enfants de l'innommé de Brandon Sanderson, qui est assez court parce qu'il fait 279 pages en VF et seulement 124 en VO. J'avoue, je comprends pas trop cette différence de nombre de pages. Je sais qu'il y a toujours une différence entre la VO et la VF, mais là, ça me paraît quand même énorme. J'ai lu deux livres de Brandon Sanderson que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu Elantris et Fils des Brumes. J'aime beaucoup sa manière de construire un univers, c'est très détaillé et on sent qu'il pense aux détails. Et là, c'est un one-shot qui a l'air assez intriguant puisqu'on va suivre 2 jumelles. Il y en a une qui est aveugle le jour et l'autre qui est aveugle la nuit. Celle qui est aveugle le jour s'appelle Tassenda
et elle est capable de repousser les créatures du mal avec son chant. Et la seconde, c'est une épéiste inégalable, et elle s'appelle Willia. Ils protègent ensemble un village qui s'appelle Verlason contre les attaques des monstres. Mais une nuit, Tasenda va être confrontée à des monstres sur lesquels son chant n'a pas d'effet. Et donc le village va être détruit et les habitants vont être massacrés. Tout comme sa sœur. Un peu dark. Elle va donc se tourner vers le nouveau seigneur qui s'appelle Davriel Kane, qui est démonologue et amateur de thé. Je ne vois pas en quoi le thé a une importance dans ce résumé, mais ensemble, ils vont tenter de trouver la raison de la destruction du village et ils vont tenter de ramener les habitants à la vie. C'est un résumé assez intriguant. Mais vraiment, je comprends pas. 124 pages en VO, ça m'a l'air super court. Le dernier livre de cette sélection, c'est La Cité diaphane d'Anouk Faure. Et le résumé me fait envie pour deux raisons. Premièrement, c'est une ville maudite qui s'est transformée en nécropole. Et les eaux se sont transformées en poison mortel. Et deuxièmement, le héros, c'est un archiviste qui va tenter de retracer les derniers jours de la cité et comprendre pourquoi c'est devenu comme ça. Sauf que, il subsiste les esprits de certains habitants. Et donc il va tenter de faire raconter l'histoire à ses âmes en peine. Et franchement, moi, l'idée de reconstituer l'histoire de la chute d'une ville, ça me plaît plutôt pas mal. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres et s'il vous a plu. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!